Bienvenue à tous. Donc, on est ravis de vous accueillir dans cette nouvelle Visiodéis. Donc, nouveau format que nous proposons depuis quelques semaines. D'autres thématiques ont déjà été abordées les semaines passées. Et donc, aujourd'hui, on est ravis d'aborder cette nouvelle thématique qui est la géothermie, donc la géothermie de minime importance. Donc, cette thématique est portée par nos adhérents et ils ont souhaité la partager avec vous et vous avez été nombreux à vous inscrire. On va accueillir une quarantaine de personnes. Je vais sans attendre donc laisser la parole à nos adhérents et tout de suite donc peut-être Yves, si tu veux bien te présenter. Donc enlever le micro coupé. Oui. On t'entend, on t'écoute, Yves. Vous m'entendez là? Donc Parfait. Yves Le Mordant, bureau d'études eau, géologie, environnement, service à Poitiers. Parfait. Fabrice Compère, BRGM. Je l'ai déjà fait, pardon, mais je t'en prie. Oui, bonjour à tous, donc Fabrice Compère, je suis hydrogéologue au BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, donc sur l'agence de Poitiers. Je suis le référent géothermie pour les ex-régions Poitou-Charentes et Limousin. Alors Samuel, si tu veux bien prendre la suite. Oui, bonjour, donc Samuel Ardon à l'ADEME de Nouvelle-Aquitaine et je suis sur le site de Poitiers. Parfait, merci. Marc, enfin, si tu veux bien prendre la parole. Oui, bonjour, donc Marc Gallia, je suis gérant de société IGEO, donc un bureau d'études spécialisé en hydrogéologie, donc les eaux souterraines, et qualifié en géothermie, donc le sujet du jour. Merci et merci à tous les cas. Donc vous l'avez bien remarqué. Donc ce sont nos intervenants de cette Visiodéis géothermie. Donc je vais être votre animatrice, donc Elodie Blo pour Odéis tout au long de cette visio. Et donc David, notre chatmaster. Donc écoutez, oui David, il a fait hello, pardon. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans cette Visiodéis et donc aborder tout de suite le sujet. Donc je vais laisser la parole à Marc pour nous rappeler l'objectif de cette Visiodéis. Bon, voilà, effectivement, en tant qu'adhérent d'Odéis, on aborde le développement durable au niveau de la construction et il me paraissait essentiel d'aborder la géothermie. Et je souhaitais qu'il y ait une petite présentation, sensibilisation de la géothermie qui soit mise en œuvre au sein d'Odéis pour développer une énergie, la géothermie, qui est trop peu connue au sein des bâtiments. Donc aujourd'hui, on va pouvoir aborder les principes de la géothermie, son fonctionnement global, et puis on aura sans doute, au fur et à mesure des questions qui pourraient venir, envie d'aller un peu plus loin à l'occasion d'autres détails qui pourraient être précisés sur les émetteurs, enfin sur le volet thermique qui sera peut-être pas complètement abordé aujourd'hui, mais aujourd'hui on va vraiment avoir une démarche de présentation globale de qu'est-ce que la géothermie et comment est-ce qu'on peut la mettre en œuvre près de chez vous de façon simple et pour répondre à quels besoins. Donc voilà ce que j'avais à dire. Parfait, merci Marc pour ces précisions. Écoute, je vais de nouveau te laisser la parole parce que tu vas nous présenter les grands principes de la géothermie. Donc je te laisse la main sur la présentation. C'est parti. J'essaie de mettre la première diapo. C'est moi qui ai la main? Ouais. Tu peux peut-être remettre le pointeur? Ça met un peu de délai. J'arrive pas à passer à la diapo suivante. Bon, j'ai bien le pointeur, je l'ai vu. Peut-être avec la souris, Marc. Je pense que en allant vers le bas, peut-être. Voilà. Principe. Donc, les principes de la géothermie. Bon, il s'agit simplement d'aller récupérer la chaleur naturelle qui est émise par la Terre. Bon, la Terre, notre belle planète,
depuis sa création donc à une chaleur primitive. Et il s'agit ici du grec G, la terre, et thermé, la chaleur, d'aller chercher la chaleur naturelle qui est générée. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on a un gradient de température, pour faire simple. Plus on va profondément dans le sous-sol et plus on va avoir des températures qui sont élevées. Donc, j'essaie de passer à la diapo suivante. Voilà. Si c'est difficile, Marc, je peux prendre le relais, je suis désolée, c'est parce qu'il Oui, était. bien, effectivement, elle ne passe pas. Je vois bien que. Excusez-moi, même moi, du coup. Donc, la voici. Donc, on disait effectivement que la température suivait un gradient selon la profondeur. Et finalement, on a deux principes sur la géothermie qu'on appellera profonde, qui va permettre d'aller chercher des grosses puissances, donc supérieures à 20 MW, avec des concessions ministérielles et des permis d'exploitation préfectoraux pour des puissances de moins de 20 MW. Et on a, grâce à la mise en place du décret qui a modifié le code minier en 2015, la mise en place de la GMI, de la géothermie dite de minime importance, et encadrée donc avec des profondeurs inférieures à 200 mètres, une puissance inférieure à 500 kW. Et quand on va chercher l'énergie donc dans les nappes, les débits prélevés et rejetés, parce qu'on doit prélever et rejeter dans le même aquifère, des débits inférieurs à 20 mètres cubes par heure. Voilà, donc cette GMI, elle permet d'avoir des dossiers plus simples et une démarche de déclaration en opposition donc aux démarches d'autorisation un peu plus complexes qui sont à mettre en œuvre pour de la géothermie dite profonde. Donc la GMI, j'essaie la diapo suivante s'il te plaît Elodie. Donc la géothermie, c'est quand même quelque chose qui est ancien, bien connu, et qui s'avère être un outil avec un fort potentiel, dans la mesure où c'est déjà une technologie qui est éprouvée. Alors c'est une technologie qui est basée sur les pompes à chaleur. C'est ni plus ni moins qu'un échangeur thermique. On récupère l'énergie dans le sol, et on la bascule dans les bâtiments en fonction de ce qu'on a besoin. Alors ça permet de réduire aussi significativement le coût de fonctionnement. Parce que pour un apport d'énergie, on va avoir un coefficient qui permet d'en générer 4. Ça, c'est le minimum pour la clé d'entrée sur la géothermie. Donc, on comprend tout de suite que dans le fonctionnement, cette énergie va être très intéressante financièrement. Mais c'est aussi une énergie qui va nous permettre d'être indépendants des ressources externes. C'est une énergie qui va être non délocalisable et qui s'avère être même décarbonée. Alors, c'est aussi la GMI, dans la mesure où les besoins sont inférieurs à 500 kW, une énergie qui permet de chauffer, de générer des eaux chaudes sanitaires, mais aussi de rafraîchir. Et donc, on la retrouve utilisée tant pour chauffer l'eau des piscines que pour l'aquaculture, dans le monde agricole pour chauffer des serres ou pour chauffer des bâtiments. Donc, c'est une énergie qui a un large usage et qui s'avère donc fort intéressante à mettre en œuvre. Donc, voilà pour les principes de la GMI. Merci Marc pour cette introduction. Fabrice, si tu veux bien nous parler, tu nous entends? Je vous entends. On t'écoute, Fabrice, pour nous préciser donc quelles peuvent être les solutions. Voilà, donc l'idée des transparences suivantes, c'est d'écrire les diverses solutions techniques qui existent aujourd'hui lorsqu'on veut développer la géothermie minime importance. Alors, je vais te présenter tout d'abord la première solution, qui est une solution qu'on appelle sur nappe. Donc, le principe de cette solution, qui est un peu ici décrite sur ces graphiques, c'est, alors bien entendu, lorsque le contexte géologique local l'autorise,
Donc, c'est-à-dire que s'il y a une nappe exploitable, donc c'est de créer en fait un premier forage qui sera un forage de prélèvement. Donc l'idée, c'est de pomper l'eau de la nappe, de prendre des calories à cette eau à l'aide d'une pompe à chaleur, donc la pompe à chaleur qui va délivrer les calories donc à l'intérieur du bâtiment. Et une fois que cette eau est passée par la pompe à chaleur, il va falloir la rejeter. Et on va faire ça avec un forage d'injection. Donc l'idée, c'est que tout volume qui sera prélevé sera intégralement réinjecté donc, en aval hydraulique dans la même ressource souterraine, ce qui fait que l'opération ici a un impact quantitatif qui est nul. Tout volume prélevé est intégralement rejeté. Donc vous avez ici à droite le dessin qui montre qu'on n'implante pas les forages de manière aléatoire. Donc évidemment, on mettra le forage de réinjection en aval hydraulique de l'ouvrage de prélèvement pour éviter de recycler. Donc en situation hivernale, on va pomper une eau par exemple qui sera à 12 degrés. On prendra les calories de cette eau, on la rejettera plus froide, par exemple ici à 7 degrés en aval hydraulique. Donc ça, c'est la situation hivernale. Cette technique, elle est réversible, c'est-à-dire qu'en période estivale, on peut faire l'opération en quelque sorte inverse, c'est-à-dire on pompe l'eau souterraine, et par contre, à l'aide de la pompe à chaleur ou d'un échangeur thermique passif, on va prendre plutôt les calories du bâtiment et les rendre à l'eau souterraine. Donc dans ce cas de figure, on prélèvera par exemple une eau à 12 degrés, mais qu'on rejettera en fait plus chaude, 15-17 degrés en aval hydraulique. Donc je vais passer sur la solution suivante. Donc une solution, alors si localement, par exemple, on n'a pas de ressources en eau souterraine disponibles ou qu'on a des débits qui s'avèrent trop faibles, on peut, et à peu près partout, utiliser l'utilisation de sondes géothermiques verticales ou SGV. Donc le principe ici, c'est de créer donc également des forages, et dans lesquels on va placer des tubes, ce qu'on appelle des sondes, des tubes en U, au sein desquels on va faire circuler un fluide caloporteur. Donc le principe, en période hivernale, c'est que le fluide caloporteur en fait va migrer en profondeur, va, par le fait du gradient géothermique, gagner en calories et remonter à la surface. Donc à l'aide d'une pompe à chaleur, on prélève les calories qui sont remontées et on les rejette ensuite, donc plus froides, et le liquide à nouveau migre en profondeur et se charge en calories. Donc ça, c'est le principe en situation hivernale. Et comme pour le forage sur nappe, en situation estivale, on fait l'opération inverse, c'est-à-dire qu'on prend les calories du bâtiment qu'on va délivrer au milieu souterrain. Donc en continuant toujours avec les solutions, donc vous retrouvez ici à gauche la solution de sonde géothermique verticale que je viens d'évoquer. Dans ce cas de figure, si on a des bâtiments qui sont beaucoup plus importants, donc c'est la figure de droite, qui nécessite de développer des puissances plus importantes, eh bien, on peut très bien utiliser ce qu'on appelle un champ de sonde géothermique. Donc, dans ce cas de figure-là, en fait, on va multiplier les sondes géothermiques verticales afin d'obtenir la puissance nécessaire au chauffage, rafraîchissement du bâtiment. Donc, en termes de solutions plus classiques et qui sont plutôt liées au petit habitat, donc je rappelle ici la technique des échangeurs horizontaux. Donc, où le principe, c'est d'enterrer à une profondeur de 70 cm, 1 mètre sous le sol, donc un réseau de tuyaux donc enterré. Donc, le principe ici, c'est toujours le même, c'est qu'on fait circuler un fluide donc qui va gagner en fait en calories. Donc, une solution échangeur horizontaux qui présente l'inconvénient de prendre une grande surface de terrain, puisque pour la mettre en œuvre, on considère qu'il faut un terrain de 1,5 fois à 2 fois la surface de la maison qu'on souhaite alimenter. Donc en plus, on a un terrain qui est bloqué en termes d'usage dans le futur. Donc une solution qui sera certainement amenée à se développer, donc notamment pour le petit habitat, c'est ce qu'on appelle les corbeilles géothermiques. C'est une solution assez récente. Alors, au lieu d'avoir un capteur horizontal qui prend une grande surface, donc cette fois-ci, on a un capteur donc, vous voyez, qui peut avoir une forme cylindrique ou conique. En fait, c'est juste un tuyau enroulé, en fait, donc qui va en fait circuler comme ça en serpentin sur 3 à 4 mètres de profondeur. Donc l'avantage de cette solution, c'est que on a une emprise de terrain qui est beaucoup plus faible. Donc on a aussi, comme le tuyau spiralé, on a une grande surface d'échange.
Et donc, on peut aller chercher les calories également un petit peu plus en profondeur, donc jusqu'à 4 mètres. Donc, une solution qui est certainement moins onéreuse, plus compacte en termes de surface, et qui permet à la fois chauffage et rafraîchissement. Et alors je suis passé un peu vite. Voilà. Je voulais en profiter pour décrire une technique qui est relativement peu connue. Le principe est le suivant, c'est que lorsqu'on a un bâtiment qui nécessite des structures porteuses mécaniques du type pieux ou mur, eh bien l'idée est de se dire, puisqu'on a fait on va dire l'effort en génie civil de créer ces forages sondages, eh bien l'idée c'est de pourquoi ne pas y glisser en fait une sonde géothermique avec un tube en nu. Donc au moment de la création de ces structures, eh bien pour profiter de leur création en fait, pour alimenter en tout ou partie les besoins futurs du bâtiment. Donc voilà, j'en ai fini pour la description, on va dire rapide, des solutions qu'on peut mettre en œuvre. Merci Fabrice de nous avoir donné un aperçu des différentes solutions. Ça va être le petit moment d'échange. Donc David, est-ce qu'il y a des questions au niveau du chat? Super. Il y a des questions au niveau du chat, effectivement. Pour l'instant, il y a 4 questions au niveau du chat. Donc, en gros, assez rapidement, on va vous donner la parole. Donc, la première personne, en fait, à poser la question, c'est Nicolas Zaranis, sur la question du prélèvement, des distances de prélèvement. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc moi, je me posais la question pour le forage dans l'aquifère. Donc on a bien un forage de prélèvement et un d'injection. Quelle est la distance minimale à gérer entre les deux? Parce que j'imagine qu'il ne faut pas de réutilisation d'une sonde à l'autre. Donc il faut quand même que l'aquifère soit suffisamment grande. Quelle est en moyenne la distance? 25 mètres, 50 mètres entre les deux? Alors je vais peut-être répondre rapidement. Donc ça va être extrêmement variable. Ça va être en fonction aussi de la productivité de la nappe, on le comprend, et puis aussi de la puissance qu'on va souhaiter délivrer. Donc, alors c'est difficile de donner comme ça un ordre de grandeur, mais on part sur des distances qui peuvent être de l'ordre de 50 à 100 mètres au minimum. Mais une fois de plus, on dispose en fait d'outils mathématiques pour estimer cette distance d'implantation sur le terrain. Donc évidemment, on est au-delà de distances de l'ordre de 5-10 mètres, évidemment. Bien sûr. Mais une fois de plus, ce sera adapté à chaque site et ça se précalcule. Ok. Et du coup, je continue ma question un petit peu. Et du coup, il y a des sites sur lesquels sur lesquels sont géoréférencés tous ces aquifères, ou est-ce qu'à chaque fois qu'on veut soumettre un projet en géothermie sur une nappe phréatique ou quelle que soit, enfin, notamment sur les nappes phréatiques, on doit se référer à quelqu'un qui va nous faire une étude du sol, tel un géotechnicien, je ne sais pas, ou quelque chose comme ça? Alors, c'est une question à laquelle on va venir dans la suite de la présentation, puisqu'on va faire une Ok. présentation de ce qui est cartographie réglementaire et de potentiel. Donc, vous verrez, il y a des outils un petit peu d'aide à la décision en amont, tout en sachant que toute étude d'opération, enfin GNI, nécessite de toute façon l'intervention d'un bureau d'études spécialisé, parce que vraiment la solution géothermie, c'est une solution qui est très, il faut vraiment cibler chaque site. Chaque site est différent. Il y a vraiment le besoin d'un examen précis. Et on va voir qu'il y a des outils qui permettent aux porteurs de projets en amont de se faire, on va dire, une première idée du potentiel local et des contraintes réglementaires. D'accord. Je vous remercie pour vos réponses. Merci pour la Et question. la question d'après, qui est celle de Denis Allôme. Et effectivement, on en parlait juste avant, Marc, sur la question des émetteurs. Et donc, je laisse Denis poser sa question. Alors, je ne sais pas s'il a son micro disponible ou pas. Alors, je crois que c'est Denis qui avait un problème de micro. Dans ce cas-là, Non. je vais poser la question pour lui, ça va être plus simple dans ce cas-là. Effectivement, il posait la question des émetteurs, notamment dans le cadre du rafraîchissement, donc notamment radiateurs et planchers chauffants. J'ai pas lu la question sur le forum, mais effectivement, la question des émetteurs est un point important puisque la GMI fonctionne avec des basses températures. Donc les émetteurs doivent être des émetteurs basse température. Le plancher chauffant, c'est un peu un idéal, mais ça fonctionne très bien avec les radiateurs également.
Voilà, il suffit juste effectivement qu'on fasse des radiateurs avec des circulations d'eau, par exemple. Merci Marc. On passe aux questions de Lilian Labitte qui Oui, concernent bonjour. l'eau. Vous m'entendez bien? Oui, Oui. très bien. Oui, en fait, dans un projet de géothermie de minère importance, là, un doublé sur nappe, j'avais une question. Vous avez bien précisé que l'intégralité de l'eau pompée devait être rejetée dans la nappe. Est-ce que dans le cadre des eaux de rétrolavage qui sont utilisées pour désencrasser à la pompe ou forage d'injection, et qui font l'objet d'un déversement, c'est autorisé? Comment ça se passe? Ou si on veut utiliser de l'eau pour des bassins d'agrément, est-ce que c'est envisageable ou pas? Alors, Marc, peut-être tu souhaites apporter une réponse? On t'écoute. Je ne visualise pas bien le système en question, mais effectivement, s'il s'agit de récupérer des calories sur des process industriels, ça marche aussi, effectivement. Aujourd'hui, on essaie de récupérer toutes les calories où elles peuvent se trouver. La GMI, elle encadre effectivement des principes assez carrés. Avec des forages de moins de 200 mètres, on va récupérer les calories soit dans le sol avec des sondes géothermiques verticales, soit dans les nappes avec un pompage et un rejet dans le même aquifère, dans la même nappe. Après, effectivement, ça n'empêche pas d'appliquer ce principe de pompe à chaleur et d'échangeurs thermiques pour la récupération de calories sur d'autres avec d'autres. Non, mais alors ça on est d'accord, hein, ma question, c'était parce qu'il y a une pompe à chaleur, hein, donc on fait du géocooling pour le frais, puis après avec une pompe à chaleur du chaud. Mais c'était par rapport vraiment au volume prélevé dans la nappe et ceux qui doivent être réinjectés par rapport à la déclaration de REAL, 500 kW. Est-ce que voilà, il peut y avoir des volumes marginaux qui ne sont pas réinjectés dans la nappe? Non, si on veut relever d'un processus simplifié de déclaration à travers le décret de la GMI, le volume prélevé dans un aquifère doit être rejeté dans le même aquifère. D'accord, à 100%. Voilà. Alors après, on est capable d'étudier dans des cas très particuliers pour montrer qu'effectivement l'aquifère est en lien avec un autre aquifère ou est en lien avec des autres surfaces, mais on est dans du détail, des points particuliers qu'il faut étudier. Okay, c'est encore autre chose. Ouais, nous avons une dernière question, je suis désolé parce que effectivement le temps passe et on a une question qui est passionnante mais qui sera certainement frustrante de Christophe Delay sur le lien entre la géothermie et l'inertie thermique des matériaux. Donc peut-être que Christophe veut préciser s'il a son micro ouvert. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Très bien. Au-delà des pieux énergétiques qui ont été évoqués dans la présentation, quel est votre point de vue sur l'exploitation de cette géothermie avec des systèmes constructifs en béton, qui est un matériau qui a une inertie thermique particulière, comme vous le savez, à la fois pour le confort d'été et pour le confort d'hiver? J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Qui veut bien répondre? Fabrice? Et donc, vous vous interrogez éventuellement sur la performance, c'est ça, de ces pieux? Non. Au-delà de la performance énergétique des pieux énergétiques, plus largement que ça, dans un système constructif avec des matériaux ayant une inertie thermique naturelle, et un système constructif en béton en particulier, quelle est votre vision sur l'apport de cette géothermie en faveur de cette solution constructive, à la fois pour le confort d'hiver et pour le confort d'été? Alors, ce système de sonde géothermique, donc sur les pieux, hein, qu'on appelle pieux énergétiques, je pense qu'on n'aura pas les mêmes performances qu'une sonde géothermique verticale sur le matériau géologique, sensu stricto. La plupart du temps, ça constitue en fait un appoint et ça répond en fait en partie aux besoins totaux d'un bâtiment. Mais l'idée, c'est on va dire, de profiter de la mise en place de ces infrastructures en fait pour soutirer toutes les calories possibles en fait. C'est plus une valorisation
de ce qui est mis en place au niveau du bâtiment, voilà, qu'une solution globale. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, en partie, mais plus largement que ça encore, au-delà de l'exploitation des pieux énergétiques uniquement, si on va plus loin, et moyennant aussi en surface une ventilation adaptée pour permettre de diffuser à la fois ou de la fraîcheur ou de la chaleur, selon la saison dans laquelle on se trouve, pour justement parfaire le système confort d'hiver, confort d'été dans l'habitat ou dans des lieux de bureau. Donc là, vous êtes plus sur les installations de surface, là, en fait, la régulation, ce qui n'est pas forcément ma partie. Oui, mais ça provient quand même d'une source que l'on va chercher en géothermie, et c'était l'objet de ma question initiale, c'est quelle est votre vision en tant que sachant sur ce domaine souterrain et comment parfaire cette exploitation pour qu'en surface, donner la possibilité aux techniciens qui sont en capacité de ventiler ensuite et de diffuser dans l'habitat. C'est la combinaison des deux qui est intéressante. Tout à fait, oui. C'est vrai que la solution géothermie, elle va donner un petit peu l'outil d'extraction des calories, mais il y a une énorme importance quant au dimensionnement et au choix des installations et de régulation et de distribution des calories dans le bâtiment. Et c'est vrai que la géothermie, elle va prendre tout son sens, peut-être certainement, lorsqu'on aura par exemple des émetteurs basse température. D'accord. Quand on va fonctionner en régime de basse température, c'est probablement dans ce domaine-là que la géothermie donnera en fait tout son potentiel. Donc vous avez raison, il y a deux éléments distincts, mais qui finalement se regroupent. C'est l'outil souterrain qui va fournir les calories et le régime en surface qui doit s'adapter à cette ressource. Donc une ressource qui présente aussi un intérêt, c'est d'être à température constante tout au cours de l'année, quelles que soient les conditions atmosphériques, qu'on ait moins 10 degrés ou plus 30. Donc degrés, la ressource, elle aura toujours la même température de base. Donc vous voyez qu'il y a aussi une adaptation de tout ce qui est installation de surface pour vraiment optimiser la ressource géothermique. Très bien, merci. Merci pour cette question et merci Fabrice pour cette réponse. Donc désolé s'il y a des frustrations, mais on essaiera d'y répondre peut-être hors visio. Voilà, donc n'hésitez pas à continuer à noter vos questions dans le chat. Donc on va passer à la deuxième partie, si vous voulez bien. Excusez-moi, je reprends la main. Et donc, c'est de nouveau Fabrice qui va prendre la parole et nous présenter les différentes cartographies et les potentiels sur notre territoire. Donc moi, je fais partie du BRGM qui a pour mission notamment l'établissement de cartographies qu'on va appeler réglementaires et potentielles et qui vont répondre à une des questions précédentes. Donc je vais commencer. Alors si ça veut bien suivre. Alors, tu as des problèmes pour faire passer le diaporama peut-être? Ouais, je n'arrive pas à passer la diapo suivante. Eh bien, je l'ai fait pour toi. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer par évoquer ce qu'on appelle la cartographie des zonages réglementaires vis-à-vis des risques géologiques. Donc, en résumé, ces cartographies, elles sont basées sur l'évaluation de 9 risques géologiques, 9 aléas, donc qui seront estimés différemment en fonction du type de capteur, c'est-à-dire qu'on ait un prélèvement sur nappe ou des sondes géothermiques verticales. Alors ces risques géologiques, donc je n'ai pas le temps de détailler aujourd'hui, mais ça va être par exemple la présence de cavités naturelles ou artificielles, un risque de remontée de nappe, lorsqu'on est près du littoral, la présence d'abyssaux salés. Donc en fait, ces 9 risques géologiques donc, sont évalués à l'échelle d'une carte qui couvre tout le territoire français. Donc c'est au niveau de petites mailles. Et la notation de ces 9 risques géologiques donc, aboutit à déterminer 3 zones différentes, donc à l'échelle du territoire français, en fonction de la capacité à pouvoir accueillir des projets de GNI. Donc lorsqu'on sera sur des zones qui ne présentent pas de risque avéré, donc on aura une zone qui est dite verte, et dans ce cas-là, donc sur la zone en question,
le processus de GIMI sera uniquement soumis à un processus déclaratif. Si à la vue d'examen des risques géologiques, la zone est classée en orange, donc le orange, ce n'est pas un stop à une opération de géothermie, ça signifie juste qu'il y a des risques qui sont potentiellement identifiés, et dans ce cas-là, devra être joint donc à la déclaration une attestation d'un expert agréé qui, lui, va garantir l'absence de risque grave du projet et aussi fournir des préconisations pour une bonne mise en œuvre de la GNI sur le site. Et enfin, on a une troisième couleur, on va dire, une zone qui va être classée rouge, où là, le projet ne pourra être réalisé qu'après autorisation d'installation au titre du code minier. Donc là, ça veut dire qu'on sort du simple processus déclaratif, et ça veut dire que du point de vue administratif et également au niveau des études à déposer pour obtenir l'autorisation, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus long et beaucoup plus coûteux également. Alors, en amont du projet, chaque maître d'ouvrage peut vérifier cette cartographie. Donc, il va être alors soit national, parce qu'aujourd'hui, on a une carte qui couvre tout le territoire, ou une cartographie régionale plus précise. Donc, à l'échelle du territoire français, les cartographies régionales sont en train d'être élaborées donc, petit à petit. Donc, je vais passer sur le transparent suivant. Nous y sommes. Voilà. Donc ici, je vous présente encore où vous avez un exemple de la cartographie donc de l'aléa dans l'ex-région Poitou-Charentes. Donc vous voyez ici avec les zones vertes et oranges qui sont développées sur le territoire. Alors aujourd'hui, il n'y a que la carte nationale de disponible. Donc nous sommes en train de réaliser la cartographie régionale qui devrait, donc l'étude se finira fin 2020, donc courant 2021. On aura probablement mise en ligne donc de la cartographie régionale plus fine à l'échelle de l'ex-région Poitou-Charentes. Vous avez en dessous la cartographie régionale, donc un peu plus fine, à l'échelle de l'ex-région Aquitaine. Et donc vous voyez ici que pour la solution sur nappe, on a 3 cartes différentes qui sont développées, une sur la tranche 0,50 m, une sur la tranche 0,100 et une dernière sur la tranche 0,200 m. Donc voilà, vous voyez également la répartition vert, orange et rouge en fonction des risques géologiques qui ont pu être inventoriés. Donc là, alors attendez, ça, je suis passé un peu vite. Donc on vient de voir tout ce qui était cartographie réglementaire. Donc je vais vous présenter rapidement tout ce qui est atlas de potentiel. Donc l'idée, c'est vous présenter les cartes qui existent aujourd'hui qui permettent un petit peu d'appréhender le potentiel GMI sur le territoire. Alors, du point de vue méthodologique, lorsqu'on est sur ce qu'on appelle boucle fermée ou sonde géothermique verticale, eh bien le potentiel de cette solution, il est évalué en examinant la conductivité thermique moyenne des formations géologiques. Alors, cette conductivité thermique moyenne, c'est tout simplement une propriété du matériau géologique qui traduit en fait sa faculté à échanger de la chaleur, à échanger les calories. Donc, plus elle est importante, eh bien, plus la solution sur SGB sera efficace. En ce qui concerne la solution sur nappe, le potentiel il est évalué sur l'évaluation de 3 critères. Donc la profondeur d'accès à la ressource, le débit exploitable, donc la productivité de la nappe, et enfin la température de l'eau. Donc là, c'est le croisement de ces 3 critères qui donne lieu à une note finale donc, qui permet de qualifier le potentiel sur nappe. Alors, on comprend bien qu'à l'échelle d'un territoire, et là je vais faire un petit focus sur la région Poitou-Charentes, donc on comprend bien qu'à l'échelle d'un territoire, le potentiel GMI, géothermie, il va être extrêmement variable en fait, dans l'espace en fonction de la nature des roches qui vont être présentes. Donc là, sur la partie gauche, vous avez une carte géologique. Alors, toutes ces couleurs en fait, correspondent à des formations géologiques différentes. Alors, très rapidement, on va examiner la carte de droite. Cette carte ici, elle présente en fait le développement du réseau hydrographique. Alors, ce qui est juste intéressant de noter sur cette carte, c'est que vous voyez, on a des secteurs, on a des zones
Vous voyez ici, donc notamment en Deux-Sèvres, au Nord-Vienne, et puis ici au sud-est, notamment du département de la Vienne, donc, les zones qu'on appelle les zones de socle, en fait, c'est des zones où on a du granit. Et ce qui est intéressant de voir, vous voyez que c'est sur ces formations géologiques, on a un réseau hydrographique qui est extrêmement développé. Donc on comprend que sur ces zones-là, c'est plutôt le ruissellement de surface qui va être favorisé au détriment de l'infiltration. Et vous voyez sur le reste du secteur Poitou-Charentes, où on a des formations sédimentaires, donc des calcaires, on a un réseau hydrographique qui est beaucoup moins dense, et on est sur des zones où l'eau va préférentiellement s'infiltrer. Et c'est sur ces zones-là qu'on va avoir des aquifères, des nappes d'eau souterraines qui seront les plus développées. Donc je vais passer, voilà. Donc tout ceci se traduit à l'aide de cartes. Donc là vous avez, donc pour le Poitou-Charentes, donc une première carte à gauche qui va en fait décrire en fonction où vous vous situez dans le territoire, ça vous donne en fait le meilleur aquifère exploitable, donc localement. Donc quelle est la nappe qui est la plus intéressante à aller rechercher. Et puis donc à droite ici, là sur cette cartographie, vous avez la carte du potentiel géothermique. Donc c'est une note qui est attribuée, donc qui va de valeurs faibles en jaune jusqu'à des valeurs très fortes en bleu foncé. Alors c'est intéressant parce que on retrouve ici, vous voyez, avec une note extrêmement faible en jaune, eh bien les zones de socle, les zones de granit que j'évoquais précédemment, puisque là on a des formations géologiques qui ont très peu de potentiel en termes de débit exploitable, et donc eh bien, on a une note qui est très faible, notamment sur ces zones granitiques. Alors par contre, c'est un peu le pendant, ce sont des formations géologiques qui seront plutôt intéressantes pour les SGV, parce qu'on a des matériaux géologiques qui ont une très bonne conductivité thermique. Et donc, vous voyez ici illustré la cartographie donc pour les sondes géothermiques verticales. Donc c'est la conductivité thermique moyenne donc en Poitou-Charentes sur trois échelles de profondeur, donc 0,50, 0,100 et 0,200 mètres de profondeur. Donc à l'échelle du territoire, on a un petit peu une idée du potentiel en termes de conductivité thermique. Alors toutes les cartographies que je viens d'évoquer, alors j'attends que ça passe. Pardon. Merci. Donc toutes les cartographies que j'ai développées, là, donc que ce soit la cartographie réglementée route potentielle, donc tout porteur de projet peut venir les consulter, les interroger, donc notamment en consultant le site donc géothermie.fr, donc qui est co-animé entre ADEME et BRGM. Donc ce site est relativement intéressant parce que vous allez y retrouver tous les grands principes de la géothermie, donc les systèmes, la réglementation, mais également donc un espace cartographique donc où vous pourrez aller interroger les atlas réglementaires et de potentiels existants. Voilà, j'en ai fini avec cet aspect cartographie. Merci, merci Fabrice. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de frustration. On va passer sur ce petit temps d'échange pour tout de suite illustrer les différents systèmes qui ont été mis en place sur des opérations de notre territoire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On trouvera un autre biais d'y répondre. J'ai vu qu'il y avait déjà des petits messages de participants à participants pour échange de connaissances. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. On les traitera dans un second temps. Donc, je vais inviter donc Yves et Fabrice à nous illustrer des différents exemples sur notre territoire. Donc, Yves, est-ce que tu peux nous faire un petit topo, un petit zoom sur cette piscine à Jarnac? Oui. Alors, alors là, je présente un site particulièrement favorable donc à l'utilisation de la géothermie sur nappe. L'objectif de la communauté de communes n'était pas à l'origine n'était pas d'utiliser la géothermie, mais simplement de substituer un forage, substituer une alimentation du réseau de la piscine par le réseau public par un forage local. Donc, ils ont donc vous voyez le bord de la Charente, on est au bord de la Charente, en plein milieu de la Charente, avec 3 bassins qui cumulent 600 mètres cubes. Et bon an, mal an, c'est renouvelé environ 5 fois par an, donc ça fait environ 3500 mètres cubes annuels qu'ils ont besoin.
sachant que le coût du chauffage, qui est chauffage au gaz, est donc de 8 000 € annuels. Donc le site était déterminé puisqu'il fallait être près de la piscine et près notamment du petit bâtiment carré où sont les installations de traitement des eaux. Donc le forage était parti avec une incertitude à l'origine. Par contre, il fallait donc une eau qui alimente de piscine, c'est une eau qui doit avoir les normes d'eau qui répondent aux normes eau potable, donc une eau de bonne qualité, eau potable. Donc il y a des contraintes. Donc on a commencé à traverser la nappe alluviale qui est de quelques mètres d'épaisseur, qui est en bord qui est alimentée par la Charente. Donc celle-là, de toute façon, il fallait l'étancher. D'une part, au point de vue incidence sur la Charente, et d'autre part, elle était de mauvaise qualité parce qu'il y avait un dégagement très, très fort d'hydrogène sulfuré. Donc on est descendu plus profondément, capté une deuxième nappe qui isolait la première, qui était captée entre 35 et 40 mètres de profondeur. On a constaté un débit de potentiel d'environ 100 mètres cubeurs, qu'on a estimé environ 100 mètres cubeurs, avec une température d'eau de 14,5 degrés. Donc on remarquera que la température de l'eau à cette faible profondeur est quand même assez exceptionnelle de trouver de telle température. Donc l'objectif de la collectivité n'étant pas l'alimentation, la substitution de l'eau du réseau par ce forage. Donc ça, c'était possible. Par contre, le site est très favorable à la géothermie, on pourrait refaire un forage de l'autre côté de la piscine, il y a environ 150 mètres, sachant que la nappe s'écoule du sommet de la diapo vers le bas de la diapo, donc du nord vers le sud, donc à peu près parallèlement. Voilà, donc l'amortissement du chauffage, si on refait un point d'injection, c'est environ 15 000 € si besoin pour le rejet. Donc l'amortissement se ferait peut-être en 4 ans, serait amorti par rapport au chauffage gage actuel. Voilà pour cette solution. Merci Yves. Alors voilà, il y a eu quelques données qui ont été mises sur les budgets prévisionnels, forage 15 000 et pas que 15 000. Je ne sais pas si c'est du coup visible à l'écran, donc je préférais le préciser. Sachant Merci. que le coût inclut également le suivi hydrogéologique du forage de 15 000 €. C'est pas élevé hein, comme coût de forage, c'est pas élevé, incluant le coût de suivi hydrogéologique. Et est-ce que du coup, ça permet de répondre à la question, est-ce que le coût de la sonde est inclus aussi? Ah bah, la sonde, c'est-à-dire la sonde Oui. la pompe à chaleur, bah en fait, on prélève de l'eau actuellement, c'est prélevé par une pompe 4 pouces, hein, de 100 mm, il prélève 10 mètres cubeurs. Et par contre, on pourrait utiliser en même temps, faire passer par la pompe à chaleur l'eau qui est utilisée puis qui va dans la piscine, on peut lui prendre, récupérer pour récupérer la chaleur en même temps. Quoi. Ok. Bon, ok, pas de souci. Merci Yves. Fabrice, si tu veux bien, hop, tu as fait le clic, je ne sais pas. Enlever ton micro peut-être, Fabrice. Pas de souci, merci. Donc, en fait, on va poursuivre cette présentation en illustrant quelques opérations qui vont aussi montrer un petit peu la variété des champs d'application de la géothermie. Alors, on va prendre quelques exemples en Poitou-Charentes. Donc, en citant, alors, en ce qui concerne les géothermies sur nappe avec pompe à chaleur, on va d'abord citer un exemple intéressant, c'est le bâtiment administratif Agora du centre hospitalier universitaire, donc un bâtiment relativement récent et qui fait plus de 10 000 m² et qui aujourd'hui est donc alimenté par 2 forages de 100 mètres de profondeur qui sont éloignés et distants sur le terrain de 100 mètres. Et là, l'équipement permet d'assurer donc à la fois le chauffage du bâtiment, mais également son rafraîchissement, mais sans passer par la pompe à chaleur. Ici, c'est particulier, hein, on utilise un échangeur passif. On a également sur Poitiers donc l'exemple du bâtiment récent du Crédit Agricole, qui lui également utilise 2 forages de 99 mètres de profondeur. Sur les sondes géothermiques verticales, donc on pourra citer la médiathèque d'Angoulême. Donc vous voyez, on a 19 sondes avec une profondeur de 99 mètres. Et puis en usage peut-être un peu plus industriel,
Donc, on a également le site de Cramp à Poitiers, qui utilise 37 sondes à 98 mètres de profondeur. Alors, pour continuer à illustrer la variété des champs d'application, il y a des champs d'application dans le domaine agricole et plus spécifiquement viticole. Donc, on a l'exemple ici de Château-Moreau, Saint-Estèphe. Donc là, on a une géothermie sur nappe avec pompe à chaleur, donc avec une nappe qui a été captée à 100 mètres de profondeur, qui présente une eau à 15 degrés toute l'année. Et là, le doublon de forage, donc il est couplé à une alimentation photovoltaïque également. Il assure le chauffage et rafraîchissement donc, de bâtiments, dont des showrooms, où on a besoin de rafraîchissement passif, et puis également alimentation de chais et de cuves. Donc toujours dans le domaine viticole, nous voici sur le château Pontécanet, sur Pauillac. Donc là, c'est plutôt la géothermie sur sonde. Sonde géothermie verticale qui a été mise en œuvre. Donc on a 75 sondes, d'environ 95 mètres de profondeur. Alors, la particularité de ceci, donc on chauffe et on rafraîchit des bâtiments, déchets et cuviers, c'est que les sondes géothermiques verticales, elles ont été créées en quelque sorte au milieu des vignes. Alors, plus spécifiquement dans les voies d'accès en fait. Donc c'est l'intérêt aussi de ces opérations de géothermie, c'est qu'on a des capteurs enterrés qui deviennent un peu invisibles et qui permettent une réutilisation future du site. Et enfin, je terminerai en citant un exemple un peu plus particulier ou élaboré, parce qu'il est un peu plus complexe dans l'utilisation combinée de diverses sources de chaleur. C'est le centre hospitalier gériatrique de Rochefort. Donc on est sur un bâtiment sanitaire hein, où on doit appliquer été comme hiver une température comprise entre 21 et 23 degrés centigrades. Alors le process aérostock donc, qui est utilisé sur le site, en fait c'est un mix entre géothermie et aérothermie qui permettent de couvrir donc 100% des besoins du bâtiment et de rafraîchir également. Alors l'équipement du site, rapidement, donc il est constitué d'un champ de sonde géothermique. Donc on a 38 sondes de 100 mètres de profondeur. Alors, il y avait une nappe hein, qui était présente sur le site à faible profondeur, mais qui malheureusement ne présentait pas un débit suffisant pour les besoins du bâtiment. Donc ils se sont tournés vers un champ de sonde géothermique, alors, qui aujourd'hui est totalement invisible. C'est devenu en fait un chemin de ronde à côté des bâtiments du centre hospitalier. Donc on a également la présence d'un aérotherme donc, sur le site. Tout ceci est relié à une pompe à chaleur qui également est couplé en parallèle avec un échangeur passif. Et l'ensemble du bâtiment est équipé d'émetteurs sur plancher, donc sur un peu plus de 12 000 m². Alors les modes de fonctionnement, je crois qu'il y en a plus d'une quinzaine à l'échelle du bâtiment, et je vais en faire un court résumé. Donc en situation hivernale, si la température du sous-sol supérieure à la température de l'air, en fait, on va fonctionner sur la pompe à chaleur, donc sur le champ de sonde, et donc on sera en mode géothermie. Si la température de l'air est supérieure à la température du sous-sol, et bien là, en fait, on passera plutôt sur l'aérotherme, et donc momentanément, on peut également passer en mode aérothermie. En période estivale, si la température de l'air est plus fraîche que le sous-sol, et bien là, il y a une utilisation directe de l'aérotherme sur le plancher chauffant. Si par contre le sous-sol s'avère plus frais que la température extérieure, et bien là, tout le bâtiment, enfin tous les besoins en rafraîchissement sont assurés en mode free cooling. C'est-à-dire qu'on a un rafraîchissement en mode passif via un simple échangeur sans passer par la pompe à chaleur. Donc c'est le même système qui équipe le bâtiment administratif du CHU de Poitiers. Donc la particularité du site, c'est que indépendamment des besoins du bâtiment également, lorsque la température de l'air est supérieure à la température du sol, on peut recharger le champ de sonde via l'aérotherme. Donc c'est un site intéressant parce que comme on n'a pas de nappe en fait qui s'écoule rapidement, c'est un site en fait où en été, plus on prend des calories du bâtiment pour les délivrer en fait au souterrain, plus on constitue un stock de chaleur souterrain
qui sera réutilisé l'hiver suivant pour assurer les besoins en chauffage, du bâtiment. Voilà, j'ai terminé. Merci Fabrice. Voilà, l'idée c'était de donner à voir de différents types de bâtiments qui sont équipés de cette solution. On va peut-être prendre une question de manière très très rapide si David il y en a. Alors, sur le chat, il y en a pas sur ce sujet-là, mais il y en avait quelques-unes qui avaient été envoyées précédemment. S'il y a une seule question, c'est peut-être avoir un éclairage en termes de coût en fait des opérations de géothermie. C'est vrai que là, on a eu plusieurs exemples, mais globalement, comment est-ce qu'on construit en termes de coût une opération et qu'est-ce qu'il faut considérer? Donc, je suis désolé, c'est une question assez générale. On ne pourra pas répondre de manière ciblée, mais il y a beaucoup de questions qui reviennent sur ce sujet-là. Qui c'est qui veut répondre du coup? Ouais, Marc? Non, mais pour ce sujet-là, peut-être qu'il faut mieux attendre la présentation sur le financement et boucler à l'issue. On garde en tête la question de savoir le coût d'un forage, à la fois pour l'eau et puis pour la sonde verticale. Et dans ce cas-là, peut-être une question technique sur, parce qu'on a peut-être un peu moins d'exemples sur ça, est-ce qu'on peut faire de la géothermie en réhabilitation a posteriori? Oui, on peut faire de la géothermie en réhabilitation. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est effectivement la question des émetteurs. Donc, avant de penser géothermie, on commence par bien quantifier ses besoins. Donc, c'est effectivement quels vont être les besoins, quelle va être la ressource que je vais aller chercher dans le sous-sol. Et puis après, il faut que les émetteurs soient adaptés. Donc, à partir de là, émetteurs basse température, c'est ce qui a déjà été dit. Ce sont les points clés. Un bâtiment bien isolé, on a des besoins moins importants. Alors, pour reboucler avec une question précédente qu'on n'a pas pu prendre, est-ce qu'on n'a pas un risque également de condensation avec certains types d'émetteurs? Je ne vais pas trop m'étaler, mais on est en basse température. Ok. Merci pour ces questions. Donc du coup, on va entamer donc notre dernière partie de cette visioconférence, donc avec Samuel Ardon de l'ADEME, qui va nous présenter donc les différents accompagnements techniques et financiers de cette solution de géothermie. Je peux passer la slide si. Alors je veux bien parce que ça part. Ah si, c'est bon, ça part. Donc avant de vous parler donc des aides financières, je vais vous présenter deux petits diapos sur le contexte et l'état des lieux de la filière géothermie. Alors, la loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe un certain nombre d'objectifs, et notamment un objectif de 38% de la chaleur consommée issue d'énergies renouvelables à l'horizon 2030. Donc fin 2017, c'est environ 19% des objectifs qui ont été atteints, avec une grande prépondérance du bois énergie dans la contribution en fait, du mix énergétique. Donc vous les retrouvez dans les 53 et 17% ici. La filière géothermie, vous la retrouverez par contre dans les 2% ici de géothermie profonde et noyée dans les 21% représentés par les pompes à chaleur qui encadrent à la fois la partie géothermie et la partie aérothermie. Donc l'objectif, c'est avant tout d'avoir une diversité des énergies renouvelables dans le mix énergétique national, et la géothermie est très largement sous-utilisée par rapport à son fort potentiel. Notamment si on devait définir des priorités d'usage par rapport à tout ce qui est énergie renouvelable et récupération d'énergie, donc en premier, on favoriserait donc la récupération de chaleur fatale ou perdue, comme les usines de valorisation énergétique, donc les UVE. En second, on pourrait positionner la géothermie et le solaire thermique qui permet d'économiser justement la filière, enfin la ressource de biomasse pour les projets qui ne permettent pas d'autres solutions. Alors, au niveau de l'évolution de la filière géothermie au cours des 10 dernières années, donc ce sont sur le graphique les projets qui ont été financés dans le cadre du Fonds Chaleur. Donc, ce sont des projets autres que ceux des particuliers à l'échelle nationale. Donc, ça représente 572 installations avec une progression, comme vous le voyez, en dents de scie. Une valeur moyenne à peu près de 65 unités par an donc au projet national, ce qui représente pas non plus un nombre de projets considérable.
On peut toutefois constater sur les 2 dernières années, 2018-2019, une évolution du nombre de projets et qui se confirme en 2020 à la fois par la partie demande d'études et la partie demande de subventions sur les projets. Si on zoome sur l'année 2019, donc c'est 82 installations qui ont été financées dans le cadre en fait du fonds chaleur, avec une priorité, donc une majeure partie de projets de pompe à chaleur sur champ de sonde, ici là, donc à peu près pour moitié, suivi par les pompes à chaleur sur nappe. Alors, une petite parenthèse, en Nouvelle-Aquitaine, on recense 68 installations de géothermie, donc qui ont été financées dans le cadre du fonds chaleur, qui concernent plus particulièrement des lycées, des collèges, groupes scolaires, hôpitaux, enfin une très large diversité de bâtiments et d'usages, ce qui montre que la géothermie peut être utilisée dans de nombreux cas. Alors, au niveau de l'accompagnement financier, le fonds chaleur est le dispositif d'accompagnement financier de l'ADEME. Il a été créé en 2009 pour soutenir le développement des énergies renouvelables thermiques, pour répondre aux objectifs européens et nationaux. Donc, ce fonds chaleur concerne tous les types de maîtres d'ouvrage autres que le particulier, qui bénéficiaient d'autres dispositifs d'aide. Et sur ces 10 dernières années, c'est 163 millions d'euros qui ont été affectés à la filière géothermie, ce qui représente grosso modo environ 12% des projets réalisés au cours des 10 dernières années en termes d'énergie renouvelable thermique. Donc en 2020, le fonds chaleur qui a vu son budget augmenter à 350 millions d'euros, montre qu'il y a une large place en fait au soutien des projets énergie renouvelable, dont la géothermie. Alors, le site que vous avez ci-dessous, qui est un site en fait qui est actif depuis une quinzaine de jours, est un site, le site ADEME, qui recense en fait l'ensemble des documents ressources et des dossiers de demande de subvention. Donc, c'est à partir de ce site-là que vous pouvez faire votre demande de subvention en ligne. Alors, concrètement, que représente le fonds chaleur pour les maîtres d'ouvrage qui veulent porter un projet de géothermie? Alors, Élodie, je voudrais passer à la diapo suivante, ça n'a pas l'air de fonctionner. Si, ça doit Voilà. là. Donc les aides du fonds chaleur vont être de deux types. Il va y avoir les aides à la décision, donc objet du présent transparent, et les aides à l'investissement. Donc les aides à la décision ont pour objectif d'aider les maîtres d'ouvrage dans leur décision en amont des projets. Donc cette étude doit permettre d'avoir une vision technique, économique et environnementale d'un projet. Donc elle consiste à étudier d'une part la ressource sous-sol, que ce soit sur nappe ou sur sonde, et de dimensionner les installations thermiques donc en conséquence par rapport à cette ressource. Ces études sont subventionnées à hauteur de 50%. Elles doivent répondre à un certain nombre de cahiers des charges qui sont disponibles sur le site diagadem.fr. Et par ailleurs, ces études sont également conditionnées à d'autres critères. Alors, je veux bien passer à la diapo suivante. Je le fais. Ça vient. Voilà, merci. Donc les autres critères en fait sont le recours à des professionnels compétents pour réaliser les études de faisabilité. Donc ce sont des professionnels qualifiés. On va retrouver les qualifications des professionnels à différents niveaux. Sur la partie études sous-sol, donc ce sont des bureaux d'études hydrogéologues qui ont une qualification 1007, des bureaux d'études thermiques spécialisés en géothermie, et enfin des foreurs qui ont le label RGE Qualiforage, que ce soit pour du module sonde si c'est de la sonde ou du module nappe si c'est de la nappe. Alors, les liens que vous avez indiqués ici permettent d'accéder à l'annuaire national des professionnels. Donc, c'est l'annuaire en ligne et vous les aurez soit par déclinaison par région ou soit au niveau national. Sur la partie aide à l'investissement, donc c'est, on va dire, la taille du projet qui détermine la méthode de calcul d'aide. Donc les projets entre guillemets de petite taille, c'est-à-dire les projets inférieurs à 1000 MWh d'énergie renouvelable extraite du sous-sol, sont accompagnés sur la base d'un forfait qui est défini donc en fonction du nombre de mégawattheures extraits du sous-sol et de la technologie de géothermie utilisée.
Les projets de plus importants, qu'on va plutôt retrouver dans le cadre des réseaux de chaleur notamment, font l'objet d'une analyse économique qui permet en fait de déterminer une aide qui apporte un équilibre économique par rapport à une solution de référence, donc une solution fossile, et dans le respect des règles d'encadrement communautaire. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport aux aides du Fonds Chaleur, elles sont cumulables avec d'autres types d'aides, type FEDER ou département, si elles existent. Par contre, il y a un cas particulier par rapport au certificat d'économie d'énergie. Les aides ADEME ne sont pas cumulables dans le cadre en fait des forfaits apportés. Alors, une chose importante pour bénéficier d'une aide Fonds Chaleur, que ce soit pour la partie études ou la partie investissement, il est important de déposer son dossier de demande de subvention avant de passer commande auprès soit des bureaux d'études ou soit des entreprises. Donc ça, c'est un élément excessivement important. Pour la partie versement de l'aide à l'investissement, pour les porteurs de projets, maîtres d'ouvrage, donc c'est important de savoir comment est apportée cette aide-là. Donc l'aide est apportée sur réception de l'installation à hauteur de 80% et le solde de 20% restant est apporté après 1 an de fonctionnement pour s'assurer en fait que l'installation fonctionne correctement et répond aux objectifs en termes de performance tels que prévus initialement. Au même titre que les aides à la décision, les aides à l'investissement sont également conditionnées au recours à des professionnels qualifiés. Donc, on va retrouver les mêmes types de professionnels, bien entendu, que sur la partie études, donc à savoir sur la partie forage et sur la partie bureau d'études. Enfin, un petit exemple de calcul d'aide, donc pour le cas d'un groupe scolaire qui est situé dans les Hauts-de-France, donc qui a choisi une solution de pack sur sonde géothermique. Donc c'est une pack de puissance d'environ 70 kW. On va retrouver 1500 mètres linéaires cumulés de sondes géothermiques avec un coût d'investissement qui va être de 185 000 €. Les aides du Fonds Chaleur ont donc été de 2 types, 50% sur les études amont par rapport à ce projet-là, et puis une aide à l'investissement, donc qui est calculée suivant donc le forfait, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, et qui s'élève donc à 72 000 €. Donc ce qui correspond grosso modo à un coût d'aide d'environ 40% du coût de l'installation. Donc c'est à peu près l'ordre de grandeur des aides ADEME sur la partie Fonds Chaleur à l'investissement. On va situer sur, suivant les types de projets, entre 30 et 50% du coût de l'installation. Enfin, si vous avez donc un projet de géothermie, la diapo suivante vous indique en fait les interlocuteurs ADEME. Je veux bien. Voilà, parfait, merci. Donc au niveau de l'ADEME, nous sommes répartis par département, et quand vous êtes en réflexion par rapport à un projet, je vous invite à contacter très en amont, le plus en amont possible en fait, l'interlocuteur ADEME pour échanger avec lui sur les conditions techniques, sur les conditions d'éligibilité du projet, et vous trouverez donc les coordonnées de chacun de mes collègues en fonction des départements où vous vous situez. Très bien, merci, merci Samuel. Donc, vous avez des interlocuteurs sur les différents territoires, voilà, pour répondre à vos questions, comme tu l'as précisé. Je crois qu'il y avait une question, David, oui, notamment sur... de Hélène Clément. Est-ce que vous pouvez poser votre question? Ah, d'accord, ben, je vais la poser à sa place. Quelle est la différence entre Fonds Chaleur et Chaleur Renouvelable de la région Nouvelle-Aquitaine? Ce sont 2 dispositifs qui appartiennent. Alors, le Fonds Chaleur, c'est un dispositif ADEME qui est défini dans le cadre de l'ADEME national, et le Fonds renouvelable est propre à la région en tant que tel. Alors, par contre, c'est vrai qu'au niveau des dispositifs d'accompagnement, ils se croisent un petit peu parce que sur la partie géothermie, nous sommes situés en fait sur les mêmes critères. Donc, il y a un échange qui se fait avec les instructeurs de la région. Donc, nous sommes très, très intimement liés en fait sur l'instruction des projets. Donc, quand un projet est déposé au niveau de l'ADEME ou de la région, il y a un échange, et l'accompagnement peut se faire soit dans le cadre du Fonds Chaleur, soit dans le cadre en fait de l'aide régionale. Mais avant tout, il y a une priorité dans le cadre du Fonds Chaleur. C'est vrai que si on fait le parallèle par rapport au dispositif bois, énergie, les dispositifs régionaux et ADEME sont complémentaires puisque la région voit sur des petits projets et l'ADEME sur des projets un peu plus gros. Élodie, si on a un peu de temps, est-ce qu'on peut revenir sur la question précédente sur le montage financier?
Est-ce que vous avez des éléments? Ouais. Alors, du coup, effectivement, on est arrivé donc à la fin de nos différentes présentations. Donc, on est tout juste en temps. Donc, on peut prendre peut-être une dernière question. Et s'il y en a d'autres, mettez-les dans le chat. Bon, l'avantage de la Visio-DI, c'est qu'on n'a pas tant de trajet pour se rendre à ces conférences. Donc, on peut peut-être, si vous le souhaitez, rester encore 5 minutes maximum pour pouvoir prendre une dernière question et vous donner à voir de la suite peut-être de cette thématique-là. Je te laisse poser la question, David. Oui, tout à fait. Mais c'est une question un peu générale. On avait dit que finalement on y répondrait plutôt à ce moment-là sur un peu les types de montage financier. En fait, je pense que beaucoup de gens se posent la question, est-ce que la géothermie, ça fonctionne, ça s'équilibre au niveau financier et quelles sont les conditions pour lesquelles ça peut fonctionner. Donc, je ne sais pas si Samuel ou Marc ont des éclairages sur le sujet. Marc ? Je peux essayer de répondre. C'est-à-dire qu'on a bien compris, on en arrive presque au point clé finalement. On a bien compris le potentiel de la géothermie qui est accessible finalement sur l'ensemble du territoire régional. Et après, on se pose la question de à quel coût. Alors effectivement, on a bien compris encore une fois que finalement dans le cadre du fonctionnement, on avait un vrai gain financier parce que pour un apport énergétique faible, on démultipliait grâce au coefficient. Après, effectivement, il y a une clé d'entrée et c'est pour ça que l'ADEME va financer. C'est-à-dire que la clé d'entrée, c'est la pompe à chaleur. Il y a le coût de la pompe à chaleur. Quand on est dans de la rénovation, il faut effectivement penser à la question des émetteurs, donc au coût des émetteurs adaptés. Et pour aller chercher les calories dans le sol, donc soit effectivement on est sur de la sonde quand on va chercher les calories directement dans le sol. À partir de là, pour donner un ordre de grandeur plus qu'autre chose, parce que ça va être fonction de la profondeur des ouvrages, ça va dépendre du nombre d'ouvrages qui va être lié au besoin, au volume de besoin. Bon, sur une sonde, 200 mètres, c'est le maximum. On peut considérer que c'est de l'ordre de 15 000 €. Voilà. Pour donner un ordre de grandeur. Après, Yves a donné tout à l'heure le coût sur la réalisation d'un forage pour aller chercher effectivement les calories dans la nappe. On va donc dans ce cadre-là avoir 2 ouvrages à faire, un forage de captage, un forage de rejet. Ça va dépendre de la profondeur de la nappe qu'on va chercher. Le diamètre, de toute façon, de l'ouvrage va être limité par le débit qui est plafonné à 80 mètres cubeurs. Mais bon, ça reste un bon ordre de prix qui a été indiqué. Encore une fois, on peut avoir 20 000 € dans le prix de forage. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au-delà du prix de la pompe à chaleur, au-delà du prix des forages, des raccordements, il y a aussi les études qui vont accompagner ça, parce que le point clé de la géothermie, ça va être de bien quantifier les besoins. Bien quantifier les besoins dès le stade de la conception, de la programmation du projet. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut déjà engager une étude de potentiel, de préfaisabilité. Est-ce que, concrètement, je vais pouvoir mettre en œuvre pour mon projet quelque chose d'efficace, la GMI. Quelle GMI je vais mettre en œuvre? Est-ce que ça va être une géothermie sur sonde? Est-ce que ça va être une géothermie sur nappe? Est-ce que ça va être des corbeilles? Donc ça, c'est quelque chose qu'on étudie dès le départ. Et Samuel Ardon a bien indiqué qu'il fallait que l'ADEME soit sollicitée aussi en parallèle dès le départ, puisqu'il faut que l'ADEME, pour subventionner, soit sollicitée avant la signature des devis des bureaux d'études. Donc on va avoir comme point clé une bonne coordination dès le départ avec un bureau d'études thermique qui va bien quantifier les besoins, bien étudier la solution des émetteurs, et un bureau d'études hydrogéologie qui va caractériser au droit du projet le potentiel et déterminer quelle est la bonne solution pour aller chercher l'énergie. Après, dans le reste des points clés, il y a un fonctionnement par étapes. Il faut bien avoir en tête qu'on va pouvoir aller chercher, quand on est sur de la nappe, des assurances, justement pour couvrir effectivement le risque du coût de ces ouvrages. Si jamais on fait un forage et que malheureusement la nappe n'a pas assez de débit,
comme a pu l'évoquer Fabrice Compère sur le site hospitalier. Effectivement, il y a des assurances qui peuvent couvrir ce risque-là. Après, il y a la consultation des foreurs, notamment, qui est une étape importante parce qu'il faut chercher des foreurs qualifiés pour la mise en œuvre de ces ouvrages. Et puis, il y a le suivi de ces travaux, parce que les travaux doivent être faits dans les règles de manière assez précise. Si on veut des sondes efficaces, des sondes verticales efficaces, il faut qu'elles soient bien réalisées, avec effectivement un ciment de qualité. Alors, par exemple, si on veut des ouvrages pour caractériser, pour prendre l'énergie sur la nappe, il faut pareil que notre forage soit capable de donner le débit nécessaire. Il faut s'assurer qu'on va être capable de réinjecter dans la nappe. Et enfin, le dernier point clé sur la GMI, ça va être le monitoring et le suivi dans le cadre de l'exploitation, parce que c'est finalement, on a bien compris, là que se joue tout l'intérêt financier du dispositif, c'est que ça a un coût moindre dans le cadre de l'exploitation. Et pour ça, il faut que tout fonctionne correctement. Donc, pour que tout fonctionne correctement, il faut déjà s'en assurer et puis l'exploiter dans des conditions optimum. Voilà pour un brossage un peu rapide et un peu pêle-mêle des points clés. Non, mais effectivement, l'idée, c'était d'avoir une synthèse, voilà, des différentes étapes. Donc merci pour ces précisions. David, j'ai vu qu'il y avait une question, alors qui est peut-être très… Ton micro, David, s'il te plaît. Elle est un peu spécifique, mais c'est concernant le coût. Alors, attends, c'est peut-être pas beaucoup. Un ratio puissance en kilowatts sur sonde. Par exemple, pour une installation de 50 kW, combien de sondes? Pour une profondeur de 100 mètres. Nicolas, peut-être tu peux poser la question, je ne sais pas. Ouais, alors, ma question, c'est vraiment avoir une idée, en fait, pour prédimensionner, par exemple, avoir une idée de ce qui pourrait se passer. Si, imaginons, on a un bâtiment avec une puissance de besoin de chaud de 50 kW, est-ce qu'on peut déjà avoir un ordre d'idée sur le nombre de sondes que l'on va avoir? Si, par exemple, on prend un forage moyen à 100 mètres, est-ce qu'on aura besoin, par exemple, d'une sonde pour les 50 kW? J'imagine que forcément, ça joue un petit peu en fonction du terrain, de la capacité du terrain et de sa capacité thermique. Mais à la grosse, en moyenne, une sonde géothermique classique sur 100 mètres, combien est-ce qu'elle peut récupérer d'énergie et combien est-ce qu'on peut attribuer d'énergie sur une sonde de 100 mètres? Ce qu'on voyait tout à l'heure sur le bâtiment de Rochefort, je crois, un champ de sonde de 38 sondes à 100 mètres pour une PAC de 280 kg. Est-ce qu'on peut considérer ce ratio-là, du coup, et diviser le nombre de PAC, le nombre de sondes, 38 par 280 et avoir une estimation grosse de, je n'ai pas fait le calcul, hein, mais une sonde, en fait, produit un peu moins de 0,5 kW sur une sonde de 100 mètres. Est-ce qu'on peut partir comme ça ou est-ce que c'est erroné comme raisonnement? J'ai envie de dire que ça fait partie justement du travail de l'étude de préfaisabilité que de préciser tout ça et de préciser notamment aussi le dispositif à mettre en œuvre le plus adapté, les moyens financiers à mettre en parallèle, c'est-à-dire que l'étude de préfaisabilité va dimensionner déjà un petit peu les choses et déterminer l'enveloppe financière nécessaire. Après, je laisserai bien Fabrice Compère répondre un peu plus en détail sur justement la capacité thermique des différentes sondes. Et donc, évidemment, ça va être fonction du matériau géologique en présence, on l'a bien compris. Mais c'est vrai que sur une sonde de 100 mètres, on peut retenir, alors je ne donne qu'un ordre de grandeur, qui bien entendu ne pourra pas être extrapolé à l'ensemble des sites, mais si on retient des valeurs moyennes, allez, on va dire de 50 watts par mètre développé de sonde géothermique, ce qui est déjà assez favorable, vous comprenez qu'avec une sonde de 100 mètres, on va pouvoir en puissance instantanée développer environ 5000 watts. Donc ça veut dire sur un projet de 50 kW, en fonction de la conductivité thermique, on serait entre peut-être 8 et 12 sondes. Bon, c'est juste pour donner un ordre de grandeur, hein, voilà.
Oui, merci pour Très ces. bien, merci. On a bien compris voilà, qu'il y avait des études spécifiques à mener et là, on dirait que c'est un peu délicat. Alors, du coup, David, donc voilà, pour aller plus loin, donc tout un tas de supports, de liens, de documents. On vous a mis sur cette slide les différentes brochures, plaquettes, guides qui sont à votre disposition. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à nous interpeller ou interpeller nos intervenants. Donc voilà, comment dire, on vous donnera donc les différents liens qui sont accessibles. À venir. Donc voilà, on vous a illustré effectivement sur les slides différents bâtiments qui sont équipés de géothermie. À la fin dans le second semestre, pardon, on vous proposera donc du coup, il a été cité ce bâtiment-là, de visiter donc l'installation du CHU, donc ce bâtiment qui a été équipé de cette solution géothermie. Donc voilà, d'ici le second semestre, on vous présentera une illustration concrète d'un bâtiment et ainsi on pourra voir voilà, les différents retours d'expérience de ce système-là. Alors, la Visio-DEIS donc, arrive à son terme. J'espère qu'il n'y a pas trop de frustration. On a essayé voilà, d'y répondre. Nos intervenants ont essayé d'être précis aussi dans leurs réponses. Si vous avez voilà, d'autres questions, n'hésitez pas à nous interpeller. On est à votre disposition. On pense voilà, vous proposer, on va dire, un acte 2, donc à travers la visite du second semestre du bâtiment du CHU. Mais si vous avez voilà, d'autres sujets ou d'autres pistes de cette thématique que vous souhaitez voir abordées, voilà, n'hésitez pas à nous interpeller. Nous sommes vraiment à votre disposition et voilà, et vous pouvez, voilà, David nous a mis toutes nos coordonnées sur Internet, voilà, Facebook, YouTube, pour pouvoir donner des informations et de la veille sur donc, la géothermie, mais aussi sur la construction durable au sens large. Très prochainement, on vous enverra donc la liste des participants et des supports. Merci à nos intervenants de cette présentation, des réponses aux différentes questions. S'il y a d'autres questions, voilà, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Voilà, nous pourrons y répondre dans un second temps. Donc, merci à Cyril qui nous fait remarquer donc, que cette présentation est intéressante. Merci à tous. On vous retrouve prochainement. Bel été en attendant. À très vite. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Cette conférence va maintenant être enregistrée. Et de l'humidité, en fait. Mais parce que Marc, tu as essayé de répondre le plus rapidement possible, et d'ailleurs, c'est ce qu'il fallait faire. Et pour le coup, il y a eu une petite frustration. Est-ce que tu sais répondre mieux à ça, en y passant un petit peu plus de temps ou pas? Personnellement, pas spécialement, c'est un peu hors de notre domaine de compétences. On va être plus là sur les sujets des bureaux thermiques, justement. Tout à fait, ouais, c'est ce que je me suis dit. Et Fabrice non plus, toi, ça serait un peu plus compliqué pour toi aussi? Sur les coûts globaux, c'est ça, hein? Non, alors sur la question de l'humidité dans les, comment dire, sur les émetteurs, bah, si on n'a pas… L'humidité, c'est lié au calcul de ce qu'on appelle le point de rosée, tu sais, d'échange. Ouais. Mais en fait, si tu es sur plancher, donc c'est une solution que tu peux mettre en œuvre, rafraîchissement, parce que tu es en basse température. Alors, par contre, c'est évident que sur un réseau, par exemple, de radiateurs en fonte ou même basse température, tu ne peux pas faire circuler de l'eau froide, puisque tu vas condenser. Ouais. Mais du coup, Voilà. est-ce que tu pourras faire cette réponse-là? Parce que du coup, il y a une des personnes qui… ça vous va? Ouais. Alors, moi, il y aurait le problème, c'est que j'ai pas sur le point de rosée, cette question-là sur les cartes également qui devront être mises à jour. Et puis également, j'ai deux… Alors, une question sur les coûts. Je ne sais pas si on peut aller plus loin ou si ça va. Enfin, a priori, on est allé au bout, en fait, en termes de coûts, je pense, de ce qu'on pouvait dire, non?
Je pense qu'on est allé au bout. Moi, perso, je pense qu'on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire là. Après, il faut des exemples, je pense. Et après, il y avait des questions sur l'impact de l'humidité sur les sols, en fait, finalement. Est-ce que l'humidité des sols a un impact sur la performance? Quand tu vas chercher à 100 mètres de profondeur, on va Vraiment? dire que… Ah, après, c'est la teneur en eau des… Si, la conductivité thermique, elle est liée à la nature du matériau et aussi au degré de saturation. Mais là, Ouais. on rentre dans des considérations techniques un peu complexes quand même. Après, je suis en train de voir, par rapport au carto, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a des choses qui sont plus disponibles, je crois. Oui. J'ai vu Alors ça ça, là. c'est… ouais, mais ça, c'est une question là, que je pourrais peut-être répondre à la personne en direct, je pense. Parce que je vois que c'est quelqu'un qui doit être en Charente-Maritime. Et Ouais. si tu veux, jusqu'à il y a 1 an et demi, 2 ans, il y avait une déclinaison locale d'un atlas en fait à l'échelle de la Charente-Maritime, Ouais. mais qui était disponible, je crois, uniquement sur NAP et qui a été remplacé par un nouvel atlas. Mais là, je vois très bien ce qu'il veut dire, parce qu'il avait l'habitude d'aller chercher l'ancien atlas et d'aller se référer à des coupes qui étaient élaborées. Et aujourd'hui, il n'arrive pas à les retrouver parce que c'est un nouveau site et tout le monde n'est pas habitué à la navigation. Donc ça, c'est vraiment une question, comment dire, d'usager. Spécifique. Éventuellement, je pourrais revenir vers lui. Je vois, j'ai ses coordonnées. D'accord. Lui, je lui ferai une réponse en direct. Et du coup, est-ce qu'on s'enregistre ces 3-4 questions là maintenant? Je suis pas. Enfin, après, toi, sur tout ce qui est point de rosée, moi, ce que je vous ai dit, c'est il faudrait un bureau d'études thermiques parce que peut-être qu'il existe des solutions pour d'autres types d'émetteurs. Et moi, je vous avoue que là, je suis un peu. D'accord. Non, mais au moins Mais dire qu'il y a une problématique au niveau point de rosée, enfin, juste préciser ça, quoi. Je ne sais même pas. Personnellement, chez moi, j'ai des radiateurs en fonte et je n'ai pas de problème de condensation. D'accord. mais tu fais du rafraîchissement? Non, je ne fais pas de rafraîchissement. Non, mais voilà, le problème de condensation, c'est uniquement Mais quand oui. tu fais du rafraîchissement. Et si tu as un radiateur froid au milieu de ta pièce, enfin, j'imagine que ça condense sur la surface du radiateur. C'est l'avantage du… Enfin, je crois, hein. Mais bon. Ok. Quand on parle de condensation, c'est quand tu rafraîchis, je crois. Mais une fois de Ok. plus, là, on rentre dans un domaine qui n'est pas forcément le nôtre. Donc, Oui, avec un écart de température élevé. Bon, bref. mais ça, si vous faisiez une session, et je crois que ce serait bien, qui serait plus dédiée aux installations de surface, et surtout liée au problème de régulation, c'est une thématique qui viendra sur le tapis et qui sera traitée de toute façon. Ok. Est-ce qu'on en vient aux questions, enfin, comme ça, on va enregistrer les questions de manière un peu formelle. Ça vous va? Là, il y a un enregistrement en cours, hein, donc il y a des bouts de réponse qui ont été pris. Non, c'est clair. Mais du coup, l'idée, c'est de le faire un peu carré là maintenant, à partir de maintenant. Eh bien, on y va? Ouais. Allez, c'est parti. Donc, on va finaliser les quelques questions qui n'ont pas pu trouver une réponse suffisamment longue. Donc, peut-être préciser finalement quelles sont les cartes qu'on retrouve sur le site géothermie.fr et comment on va évoluer ce site et qu'est-ce que pourront trouver, par exemple, les bureaux d'études, les gens qui vont travailler sur les sujets de la géothermie par la suite. Est-ce que Fabrice, tu veux répondre à ça? Oui, alors en ce qui concerne les cartes de potentiel, donc elles sont disponibles à l'échelle des ex-régions, donc Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine. Donc elles sont en ligne aujourd'hui et finalisées. Par contre, en ce qui concerne la cartographie réglementaire, donc aujourd'hui, on ne trouve de disponible à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine que la cartographie nationale. Les cartographies régionales ont déjà été réalisées donc pour Aix-Aquitaine et Limousin. La carte est en cours d'élaboration pour la région Poitou-Charentes. Avant que ces cartes en fait puissent être mises en ligne, cela nécessite en fait un arrêté préfectoral, c'est-à-dire que lorsque la carte Poitou-Charentes sera finalisée, donc il y aura une petite procédure administrative, donc un certain délai, qui donc permettra l'autorisation de la mise en ligne donc de toute la Nouvelle-Aquitaine et qui sera de fait versée sur le site Géothermie. Donc voilà, carto réglementaire, on a la carto nationale disponible et à venir les cartos régionales qui ne devraient pas tarder. Alors, une autre question qui est plus ou moins en lien, mais plus spécifique, du coup, là, quel est l'impact de l'humidité sur la performance? Alors, en termes d'humidité, alors c'est la teneur en eau en fait des sols. Donc, cette teneur en eau, elle va éventuellement affecter les sondes géothermiques verticales.
puisque l'échange de chaleur, il est fonction à la fois de la conductivité thermique et l'état de saturation en eau du matériau géologique. Par contre, lorsqu'on a des sondes géologiques de 200 mètres, c'est pas vraiment l'état en eau, on va dire, la tranche supérieure des sols qui va affecter la performance globale des sondes géothermiques verticales. Très bien. Et une autre question assez spécifique aussi qui nous avait été posée, c'est est-ce que les argiles gonflantes d'un terrain peuvent poser problème lors d'installation de sondes? Alors là, je ne sais pas si Marc, toi, tu as une réponse Non, sur ça? ça reste un peu la même réponse, c'est-à-dire que les argiles gonflantes, on va les trouver sur les premiers mètres. La vraie question, c'est le potentiel calorifique du sol. Voilà. Et à part ça, la mise en œuvre du chantier, enfin, c'est autre chose. Moi, je ne vois pas trop où peut être le souci. Par contre, pour compléter la réponse précédente, il faut avoir en tête que malgré tout, il y a des tests qui sont mis en œuvre sur les sondes. On fait une première sonde et on fait un test grandeur nature sur cette sonde. On appelle ça un test de réponse thermique, le TRT, qui effectivement est exigé par l'ADEME au-delà de 1000 mètres de sonde, à partir de 1000 mètres de sonde. Et c'est dans le cadre de ce test qu'on va vraiment avoir les capacités du sol au droit de la sonde qui seront précisées, quoi. Voilà. Alors du coup, moi je reformulerai les choses un petit peu, effectivement, parce que c'est vrai que un bureau d'études peut avoir cette frustration-là de se dire, ben moi je veux essayer de prédimensionner, d'étudier la géothermie en avance, et on a bien vu ça lors de la conférence, qu'il y a cette notion-là, et on l'avait un peu anticipé là, de se dire, mais moi j'ai envie de maîtriser ce qui peut se passer en termes de géothermie, et en fait, ce que vous dites là, c'est que c'est bien d'essayer d'y réfléchir très en amont, mais qu'en fait, dans le processus, c'est bien de pouvoir faire des études préalables pour justement déverminer un peu tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des études spécifiques qui permettent également de trouver les meilleures solutions dans le terrain. C'est bien ça que vous dites, en fait, que le processus est un petit peu différent. Oui, c'est essentiel d'y réfléchir en amont, mais c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure que le projet avance. C'était un petit peu ce qui était présenté dans les points clés. On doit y penser dès le départ, préciser les besoins, réfléchir à la solution la plus adaptée, mais après, concrètement, on adapte le dimensionnement au fur et à mesure des investigations qu'on aura mis en œuvre et de ce qu'on trouve concrètement au droit du site. On fait des projections avec une préfaisabilité, et puis après, quand on s'installe sur site, on fait le forage et on vérifie de quoi il en retourne réellement et on reprécise les choses. Très bien, merci Marc. Peut-être que Samuel, est-ce que tu as encore peut-être des points clés, des choses que tu voudrais faire partager au-delà de ce que tu avais dit précédemment ou remarteler des messages importants? Non, je crois que la synthèse de Marc est très claire pour la réflexion sur un projet. Donc, contacter bien en amont, réfléchir bien en amont sur le projet, faire attention peut-être aux idées reçues de dimensionnement ou de ratio. Alors, c'est intéressant pour avoir une première approche, comme l'a dit Fabrice. Par contre, le risque, c'est d'utiliser ces ratios et de ne pas de faire appel aux professionnels. Et là, ça peut avoir un impact excessivement important sur le niveau économique du projet, parce que c'est vrai que si on prend un 50 watts par mètre linéaire de sonde et que si le sous-sol montre qu'on est très différent, ça va impacter directement le nombre de sondes, le coût du projet et puis au final la rentabilité. Donc c'est vraiment essentiel de ne pas s'affranchir de ces études préalables dans la réflexion du projet. Oui, c'était très important de le redire. On a bien vu dans la conférence qu'effectivement, il fallait avoir un processus un petit peu différent. Et merci beaucoup. Ça a répondu à l'ensemble des questions et ça nous permet d'enrichir un petit peu le webinaire qu'on a eu précédemment. Merci beaucoup.